remercie également au comité scientifique de m'avoir invité à ce colloque. Oui, je suis géographe et anthropologue, donc je ne suis pas agronome, mais j'ai passé une grande partie de ma carrière avec des éleveurs, avec les peuls en différents pays africains. Donc d'abord quelques mots de présentation de ces peuls, répartis en Afrique de l'Ouest et du centre, du Sénégal, Mauritanie, jusqu'au Tchad, Centrafrique et également au Soudan, en dehors de cette carte. Alors les peuls sont essentiellement des éleveurs de vaches et la répartition de leur peuplement correspond aussi, vous pourrez faire une carte de l'élevage bovin en Afrique et les deux cartes correspondraient à peu près exactement, sauf peut-être au nord où des Maures, des Touaregs sont également des éleveurs de vaches. Alors cette association géographique entre peuplement peul et élevage bovin correspond en fait à une véritable symbiose entre les deux. Les peuls le disent eux-mêmes en affirmant que pour eux, la vache est le bien suprême. Et même les peuls qui ne sont plus éleveurs directement, qui sont des citadins, eh bien, continuent à s'intéresser à l'élevage et très souvent investissent des capitaux, quand ils en ont, dans des élevages bovins suburbains. Et les autres populations considèrent les peuls comme les gens des vaches. Ils disent même que les peuls sentent le lait des vaches. Alors, quelques mots également concernant ma recherche. C'était une recherche donc anthropo-géographique sur les relations homme-animal, dans laquelle une grande attention a été apportée à la manière dont les peuls jugent et expriment eux-mêmes leurs vaches et leur comportement. D'un autre côté, l'attitude des éleveurs à l'égard de ces animaux a également été privilégiée. Il s'agit donc de savoirs locaux que je m'efforcerai de restituer, mais on sait que de plus en plus les savoirs locaux actuellement acquièrent une légitimité rationnelle autant que les savoirs scientifiques, en particulier dans les sciences sociales. Alors l'élevage pratiqué par les peuls, surtout les pasteurs, a un objectif principal laitier. Le lait et les produits laitiers sont destinés essentiellement à l'autoconsommation familiale, mais également ils font l'objet d'un commerce, et cela de façon très ancienne. Et de ce fait, les peuls se différencient d'autres cultures musulmanes, par exemple arabes ou même touaregs, qui ne pratiquent pas le commerce. Pour les peuls, le lait est un aliment quotidien, et les meilleurs repas sont ceux du matin et du soir qui correspondent aux deux traites quotidiennes habituelles. Le lait n'est pas seulement un aliment privilégié, mais également pour beaucoup de groupes peuls un médicament, en particulier pour soigner certaines maladies, maux de ventre ou toux. Le beurre, quant à lui, est utilisé très souvent comme cosmétique et parfois sert de matière première pour la fabrication de savon. Donc on sort du domaine alimentaire avec les produits laitiers. Alors je dirais qu'en tant qu'aliment, le lait par sa blancheur est considéré comme un aliment pur et cette qualité est souvent alliée à une valeur symbolique du point de vue moral. Aux visiteurs, les peuls offrent du lait frais en guise d'hospitalité, et pour eux, ne pas disposer de lait pour en offrir suscite un sentiment de honte, en particulier en saison de pénurie laitière. Alors bien sûr, en plus, les peuls vendent, quand ils ont des surplus, du lait aux villageois et aux citadins, sous forme de lait caillé et de beurre.
sauf exception, et alors là il en sera question tout à l'heure, ils ne connaissent pas le fromage, et les Peuls du Bénin et du Nigeria voisin ont une place particulière de ce point de vue. Alors on l'a déjà dit également, cette vente de produits laitiers est une activité exclusivement féminine. Et les hommes n'ont absolument aucun droit de regard sur la gestion de ces produits et la gestion également des revenus que ces ventes procurent aux femmes. Là, c'est un domaine donc d'autonomie économique et financière auquel les femmes Peuls sont très attachées. Alors l'idéal pour un Peul, bien sûr, consiste à disposer de lait à longueur d'année, mais malheureusement cela n'est pas toujours possible. Il y a des saisons sèches dans l'année pendant laquelle le lait manque, et puis les éleveurs pauvres sont souvent confrontés à des manques de lait qui sont très difficilement vécus par la famille. Des pratiques traditionnelles de solidarité visent à surmonter ces situations difficiles, en particulier une pratique qui est répandue dans tout le monde Peul et qu'on appelle le prêt de vaches laitières. Cela consiste de la part des Peuls qui ont suffisamment de vaches en lactation à en prêter à des voisins, souvent des amis, pour pouvoir traire et pour pouvoir donc continuer à consommer du lait, en particulier quand il y a des enfants en bas âge. Ça, c'est vraiment un critère très fort de solidarité. Ce prêt de vaches laitières est un acte volontaire extrêmement valorisé dans le comportement des Peuls les uns par rapport aux autres. Alors ce prêt de vaches laitières peut être très important, et dans l'histoire des Peuls, il a pu jouer un rôle décisif pour surmonter des périodes de famine. En particulier dans les années 30, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest a été confrontée à une famine causée par des invasions de criquets, et les Peuls, grâce au mécanisme d'entraide, ont pu mieux surmonter cette famine que les cultivateurs. En ce qui concerne les vaches, il faut dire que toutes les vaches d'un troupeau n'ont pas le même statut pour les Peuls. Et les vaches qui sont les plus valorisées sont celles qui relèvent des vaches qu'on peut appeler ancestrales et qui appartiennent à des lignées très anciennes dans le troupeau, qui se sont succédées de façon régulière, de façon parallèle aux généalogies de chaque famille. Et ces lignées de vaches ancestrales ont très souvent joué un rôle très important dans l'histoire même de ces familles, en particulier au moment des disettes. Et c'est dans ce lot central de vaches dites d'origine, également Mei Asliji, que puise le père pour attribuer des vaches à ses fils, de façon que déjà de son vivant, les fils commencent à constituer leur troupeau. Il y a donc là une transmission régulière qui se fait de ces vaches donc extrêmement privilégiées par les Peuls. Voilà quelques généralités qui montrent la force sociologique des liens entre ces éleveurs et leur population de vaches. Alors au-delà de ces généralités, maintenant je vous propose d'étudier les relations plus précisément dans une région située au centre de l'ère de peuplement Peul, qui est la région autour de Niamey, la capitale du Niger. Et j'aborderai ces liens par l'entrée de la race bovine. En effet, pour les Peuls, toutes les vaches ne se ressemblent pas. Et il y a des identités bovines qui ont des particularités par rapport aux autres. Alors ce sont toutes des vaches zébus dans la région de Niamey,
il n'y a pas de taurins, mais il y a des variétés de zébus qui sont donc vécues comme extrêmement différentes les unes des autres. Alors la première, c'est la vache rouge, appelée Bodeji en langue peul, et qui est également connue comme la vache des Wodabe ou la vache des Bororo, bien qu'elle soit possédée également par d'autres groupes peul. Alors, elle est extrêmement particulière, hein, je ne la décris pas en détail, mais on doit dire que pour ceux qui la possèdent, c'est une vache d'abord qui est belle. Ça, l'aspect esthétique de cette vache est extrêmement fort pour ces éleveurs. Donc les vaches Bodeji. Très différente dans la région de Niamey, la vache Djali, déjà par sa taille, par sa robe, par son cornage, mais également par son comportement. C'est une vache plus petite, tout petit cornage, une robe de couleurs extrêmement variées, dont voici un exemple de robe. Enfin, troisième variété de zébu, la vache gourma, est encore différente, un peu intermédiaire entre les deux précédentes, taille plus haute que la précédente, allure plus svelte, cornage plus développé et également comportement différent. Alors, ces trois variétés de zébus sont intéressantes car elles se caractérisent par une répartition géographique très différente. Les rouges se trouvent à l'est du fleuve Niger, concentrés dans toute cette région et encore plus à l'est de façon dominante. Par contre, la Djali, ici en vert, est la vache du fleuve Niger, avec quelques cas d'interpénétration avec la rouge, mais très faible. Et la vache gourma est à l'est et est surtout représentée au Burkina Faso voisin. Donc une répartition géographique très claire avec des aires particulières pour chaque variété de zébus et donc des liens avec des groupes peul également très différents. Entre ces trois variétés de zébus, les performances laitières sont également inégales de la part des éleveurs eux-mêmes. D'après eux, les vaches rouges sont les meilleures laitières des trois. Cela ne concorde pas toujours avec les mesures des zootechniciens qui estiment que cette vache rouge a une production laitière finalement relativement faible. Mais les peuls sont attentifs non seulement aux quantités de lait, mais tout autant à leur qualité. Et pour eux, les laits de ces variétés de zébus sont tous différents les uns des autres. Et de ce point de vue, ils opposent le lait dense et épais, et là je rejoins l'intervention d'une question de l'exposé précédent. Donc, d'un côté, un lait dense, épais, qui est celui des vaches rouges, et qui est le plus apprécié par les peuls, et qui s'oppose au lait des djali, les petits djali, qui eux, au contraire, ont un lait réputé léger et liquide, comme disent les peuls, comme si on avait ajouté de l'eau à ce lait. Pire que la faible densité du lait des djali, les peuls incriminent surtout un goût souvent amer, voire une mauvaise odeur de ce lait de djali. Et pour eux, ces caractéristiques des laits de djali et de vache rouge sont à mettre en relation avec le mode de pâture de ces variétés de zébus. En effet, les gourmas et surtout les vaches rouges pratiquent une pâture sélective et mobile. Les vaches rouges, disent les peuls, choisissent les bonnes herbes et les herbes neuves. Au contraire, les djali, qui ne sont pas de grandes marcheuses, pratiquent une pâture intégrale. Elles ne choisissent pas ce qu'elles mangent.
Et pour les peuls, ces façons différentes de paître eh bien, se traduisent par des qualités également extrêmement différentes des laits produits par les vaches. À la pâture intégrale des djalis correspondent des laits finalement de médiocre qualité, tandis qu'à la pâture sélective et choisie des vaches rouges correspond un lait d'excellente qualité. Et dès lors, pour les Peuls, le vrai pays laitier, non seulement du point de vue des quantités de lait, mais surtout du bon lait, eh bien c'est le pays des vaches rouges à l'est du fleuve Niger. En fait, ce tableau des vaches dans la région de Niamey correspond à une situation déjà ancienne. Récemment, en effet, des changements importants sont intervenus dans l'identité des troupeaux. Les modifications les plus importantes, on le voit sur cette carte, concernent les vaches rouges, dont la plupart des troupeaux, en fait, ont changé d'identité. Les vaches djali également ont été modifiées, mais dans une proportion relativement moindre. Quant au gourma, le nombre de troupeaux enquêtés est relativement faible et pas suffisant pour en tirer des constats. Alors ces changements d'identité bovine sont survenus essentiellement après 1984. 1984, c'est une crise pastorale très grave dans la région qui a correspondu avec une des très grandes sécheresses subies par le Sahel à la fin du siècle dernier. Et dans ce contexte, ce sont les vaches rouges qui ont le plus souffert. Parfois, des troupeaux entiers ont été décimés par cette sécheresse. Et lorsqu'il s'est agi de reconstituer le cheptel, eh bien, les éleveurs de vaches rouges l'ont fait en abandonnant leur race ancestrale en faveur des djalis, des petites djalis, mais surtout d'une nouvelle venue dans la région, c'est la vache Azawak. La vache Azawak, c'est la vache des Touaregs qui donc nomadise au nord, beaucoup plus au nord de la région de Niamey. Dans le contexte pastoral devenu difficile au moment des grandes sécheresses et même après, l'Azawak présente en effet de nombreux atouts. Des besoins fourragers beaucoup plus restreints que ceux des vaches rouges. Et surtout, une fréquence de vélage beaucoup plus importante que celle des vaches rouges. Donc deux atouts qui ont fondé la décision d'introduire des vaches Azawak dans ces troupeaux. En ce qui concerne les performances laitières, les avis sont très divergents entre les Peuls et les zootechniciens. Les anciens éleveurs de race rouge continuent à affirmer que leurs vaches anciennes sont les meilleures laitières. Or, les mesures de quantité de lait traite effectuées par les spécialistes eh bien, aboutissent au contraire, et cela depuis longtemps, déjà depuis l'époque coloniale, et ça a été confirmé donc plus tard. À ces avis divergents, les éleveurs de vaches rouges rétorquent que le lait de leurs vaches est de bien meilleure qualité que celui des vaches Azawak, auxquels ils reprochent les mêmes défauts que le lait des djalis, un lait liquide, un lait peu crémeux, voire un lait salé. Et à nouveau, ils mettent ces inconvénients sur le mode de pâture des vaches Azawak, qui, comme les djalis, pratiquent une pâture intégrale. Donc on retrouve tout le temps les mêmes schémas de raisonnement entre d'une part le comportement des identités bovines à la pâture et d'autre part l'estimation qui est faite du lait produit. Alors je dirais qu'en plus les Peuls reprochent à l'Azawak non seulement son mode de pâture mais son comportement, en particulier les relations qu'il entretient avec son berger. Alors que la vache rouge
est caractérisé par sa discipline et par son comportement en groupe. Tous ceux qui ont vu des troupeaux de vaches rouges au pâturage ont sans doute été impressionnés par la façon dont se comportent ces troupeaux, avec le berger qui évolue toujours devant le troupeau et qui le commande de la voix, uniquement de la voix. Et le berger court, toutes les vaches rouges se mettent à courir derrière lui, le berger s'arrête, les vaches rouges s'arrêtent. Donc il y a une entente, une connivence entre le berger et son troupeau. Eh bien cela, les Peuls le disent, n'existe pas avec la vache Azawak. La vache Azawak paît en ordre dispersé et elle ne comprend pas les ordres qui lui sont adressés par le berger. D'ailleurs, les bergers disent, la vache Azawak, les vaches Azawak, on ne peut pas les appeler, on ne peut pas aller devant elles, elles ne comprennent pas, on est obligé de se mettre derrière elles et de les faire avancer de force, c'est-à-dire au bâton. Donc, il y a une opposition entre deux comportements fondamentalement différents. D'un côté, une entente, une symbiose entre un berger et son troupeau, en ce qui concerne les vaches rouges, et de l'autre côté, des vaches qui sont indisciplinées et qui, de ce fait, sont comparées aux chèvres par leur comportement, ou pire, qui ne comprennent pas et qui obligent à recourir à la force, et en ce cas-là, les Peuls les comparent à des ânes. Donc, deux types d'animaux dévalorisés aux yeux des Peuls et qui montrent bien dans quel dénigrement ils situent les Azawak. Malgré ces dénigrements, les Peuls ont donc pris l'initiative de remplacer cette vache patrimoniale, ancestrale, par la vache Azawak. Alors cette initiative correspond parfaitement avec la politique du Niger, pour qui la vache Azawak est le support privilégié de reconstitution du cheptel sahélien, en particulier à partir de la station d'élevage de Toukounous, au nord de la région étudiée, qui est donc le fer de lance de la reconstitution du cheptel du Niger. Je dirais que pour la plupart des pasteurs, en fait, cette reconstitution se fait par les pasteurs eux-mêmes au moment de leur hivernage vers le nord, et à ce moment-là, leurs troupeaux côtoient des troupeaux d'Azawak, Touareg, et donc une monte est privilégiée par les troupeaux Azawak de leurs vaches rouges. Et ce sont surtout les jeunes qui font en sorte que ce changement d'identité du troupeau se fait progressivement. Même si les anciens protestent, eh bien ce sont les jeunes qui actuellement préfèrent conduire des vaches Azawak. Un autre fait important à prendre en compte, c'est l'essor du commerce du lait autour de Niamey pour ravitailler des laiteries dans la ville. Et dans ce contexte-là, eh bien, les acheteurs, ne tenant pas compte de la qualité du lait telle qu'elle est prisée par les Peuls, c'est uniquement la quantité qui est importante. Et cela encourage beaucoup d'éleveurs proches de Niamey à changer leur identité de bétail pour des Azawak. En même temps, à ce moment-là, le plus souvent, ce sont les hommes qui prennent en main le commerce du lait frais pour les collecteurs des laiteries de Niamey. Il y a donc non seulement un changement dans l'identité du bétail qui intervient, mais un changement dans la répartition des tâches au sein même de la famille. Et bien entendu, les femmes se trouvent écartées d'une grande partie de la gestion des produits laitiers. Voilà. Le changement de vache est effectué, mais il n'est pas facilement vécu, même s'il apporte une solution à la dégradation des conditions pastorales.
Quelques mots pour simplement évoquer d'autres types de changements. Alors là, ce sont les vaches Azawak dans la station de Toulouse. D'autres types de changements d'identité du bétail dans des situations tout à fait différentes. D'une part, à l'ouest, c'est sur les plateaux des Grassfields, et à l'ouest, au sud-ouest du Burkina Faso. Au Grassfields, eh bien, on avait le même type de vaches rouges que dans la région de Niamey. Et là, dans une perspective de sédentarisation, les peuls installés sur ces plateaux ont adopté un type de zébu tout à fait différent, le Goudali de l'Adamawa, qui traversait leur région au cours de trajets de commerce vers le sud. Et ils ont tiré parti de ces passages de bétail de commerce pour introduire dans leur troupeau du zébu Goudali et modifier l'identité de leur troupeau. Au sud-ouest du Burkina, les identités de bétail sont différentes, mais le processus est le même. Là également, des peuls sont venus du nord avec des vaches sahéliennes, les vaches du Séno, mais ces vaches ont beaucoup souffert du contexte insalubre dans les savanes du Burkina, et dès lors, aujourd'hui, la plupart des troupeaux eh bien, sont des croisés de zébus avec des taurins. Donc de beaucoup plus petite taille, mais qui présentent un certain degré de résistance à la maladie du sommeil. Cela pour montrer que dans des contextes différents, les peuls n'hésitent pas à intervenir sur l'identité de leur troupeau. Il y a donc une plasticité du paysage animal tout à fait remarquable, mais qui n'empêche pas un grand attachement, ne serait-ce que nostalgique, pour l'ancienne race patrimoniale. Je vous remercie. Thanks a lot for your nice contribution about things I never heard about it, so I think probably everybody else knows it, but it was really interesting.